Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Il est vraiment hautement recommandé d'avoir visualisé la partie 1 de cette grande thématique qui est la sexualité pour pouvoir regarder cette vidéo où je vais explorer du coup le triangle du drame, autrement connu sous le nom de triangle Karpman, dans lequel nous sommes toutes et tous enfermés, et toutes les implications et les questions judicieuses que chacune devrait se poser en termes de souveraineté individuelle. Allez, c'est parti. Dans la première partie, après une exploration approfondie, si je puis dire, de l'œuvre de Milou Manara, j'en ai conclu quand même que, entre représentation pornographe, phallocrate, pédophile, faisant la promotion de l'inceste intransgénérationnel dans tous les sens, et de certaines planches très clairement pédosataniques, j'en suis arrivée à la conclusion que, Milo Manara n'était certainement pas le chantre du féminin sacré ou du féminin d'une façon générale. Enfin bref, donc si on vénère l'œuvre sataniste de Milo Manara ou toute forme d'art, entre guillemets, représentant le féminin de cette manière, je crois quand même qu'on s'est grave égaré sur le chemin de la spiritualité. Donc toute cette production ne peuvent émaner que d'une personne gravement atteinte et gravement en tout cas infestée par le virus démiurgique archontique d'intelligence artificielle, qui œuvre depuis le départ pour bafouer le féminin, le principe féminin sur cette planète, le museler, le réduire en esclavage, à l'état d'objet, pour finir par le dévorer, avec l'aide des hommes. La stratégie employée est relativement simple, puisqu'il s'agit d'instrumentaliser le caractère expansif du mode de désir masculin pour leur nuire déjà à eux, en déperdant une énergie visuelle, fantasmagorique et aussi très physique, sexuelle dans la sexualité, alors que ce n'est pas nécessaire ou forcément nécessaire pour avoir une sexualité satisfaisante. Et cette énergie-là est exploitée par l'ingénierie sociale ultra genrée dont j'ai abondamment parlé dans ma vidéo, pour consommer l'énergie sexuelle féminine, avec bien entendu le consentement des femmes à ce type-là de désirabilité. Donc c'est notre énergie créative, on parle de pensée créative, mais en termes énergétiques, tout le monde sait très bien, on le voit, que ce soit qu'on ait fait du yoga, du qigong ou je ne sais quoi, l'énergie créative de vie, elle se trouve au niveau du chakra sacré et des organes génitaux. Donc c'est un jeu de miroir à la con, mais c'est un jeu de cannibalisme dont les premières victimes sont les femmes. On est tous perdants. Les hommes y passeront plus tard, à la table des cannibales, mais bon, ça fait quand même au moins quelques siècles que les femmes sont franchement rompues à l'art de s'essayer à être la meilleure sur la carte du menu. Parce que quelle que soit sa morphologie, quand on est une femme, on sera de toute façon toujours évalué à travers le prisme de cette représentation-là. Qu'on y colle ou qu'on n'y colle pas, de manière on est enfermé là-dedans. Donc alors, celles qui collent pas, elles en souffrent. Et si d'aventure il existe des femmes de naissance qui correspondent à ces critères, eh ben elles sont enfermées ad vitam aeternam aussi là-dedans, dans le rôle d'objet sexuel. Et alors si jamais elles refusent, alors là, personne comprend, ni les hommes ni les femmes. Alors il y a, voilà, tout ce genre de visuel, mais il y a bien pire. Bon allez, une petite dernière pour se finir. Il s'agit d'une mariée en pleurs. Ah ouais. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a vraiment de quoi pleurer, quand on a une véritable conscience de ce qu'est réellement ce contrat de mariage. Quand on a une véritable conscience de ce qu'est véritablement le féminin, sacré ou non. Il n'y a même pas besoin d'avoir l'épithète. Et puis bon, c'est vrai que pour la plupart des femmes aujourd'hui sur cette planète, le mariage est une sentence de mort symbolique. Et qu'est-ce qu'ils sont forts pour nous vendre la souffrance des femmes comme étant quelque chose d'excitant, d'esthétique.
enfin autant d'euphémismes pour parler en fin de compte de pornographie, mais surtout de domination, puisqu'on a réussi à nous faire croire que le moteur du désir chez l'espèce humaine porte sur le désir de l'autre. Du coup, si on pouvait contrôler, s'approprier le désir de l'autre, c'est bien ce que nous expliquent les psys. Du coup, si on pouvait quand même avoir un boîtier à déclic, parce que les mystères du désir féminin quand même, ça intéresse beaucoup les hommes. Puis c'est tellement plus simple chez eux. On sait ça. Donc, pour les hommes de la populace masculine, le boîtier, il s'appelle stéréotype de genre, phallocrate androcentré patriarcaux. Bien alimenté, entretenu par des gens comme Manara et toute la lithographie, l'iconographie porno-érotique. Et puis pour les élites, le boîtier s'appelle MK Ultra. Populace, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Bon, enfin, la populace masculine, qui va ensuite se charger de bien cadrer la population populace féminine. Et alors là où ça devient quand même très pervers, c'est que comme les relations sont des jeux de miroir, eh bien ça finit aussi par percoler et être vrai pour les femmes. Elles aussi, elles veulent maîtriser comment que le boîtier a des clics pour faire bander un mec. Mais bon, pour elles, c'est quand même un petit peu dangereux. Si elles jouent trop avec ça et que finalement elles veulent pas aller au bout du coït, elles risquent quand même soit d'être violées, soit d'être menacées, ou alors d'avoir tout le discours qu'on a aujourd'hui que tu l'as bien cherché quand même, t'as vu comment t'es habillé, pourquoi tu vas pas me parler, pourquoi tu veux pas te laisser draguer et séduire, putain. C'est pas ma faute, avec toutes ces nanas là aussi autour qui s'habillent comme des sextoys, elles le font exprès. Alors on est ça a une bonne vieille tête d'Ouroboros là, parce qu'on oublie du coup qui a créé le miroir. Eh bien ce sont les hommes qui ont créé le miroir. Et la représentation qu'ils souhaitent y voir, s'y réfléchir. C'est le phénomène de colonisation de l'esprit des femmes par le système de valeurs patriarcales, tel que l'analysé féministe. Donc c'est une méthode pathogène virale, et c'est bien ça qui se passe. Enfin, les féministes, les vraies, les féministes radicales, celles qui ne sont pas vendues au système, et on doit leur ajouter ça aussi à leur crédit pour comprendre où est le début de l'Ouroboros. Parce que toutes ces industries-là, de la représentation, le cinéma, la BD, tout ça, ce sont des hommes qui tiennent tout ce business. Qui a inventé la photographie érotique, etc. Ce ne sont pas des femmes. Et puis alors, le débat de masturbation intellectuelle qui consiste à vouloir faire vraiment une différence entre l'érotisme et la pornographie. Mais non, mais il y en a pas. Vous savez comment elle est apparue, la pornographie ? Parce qu'au bout d'un moment, ces messieurs, ils s'ennuyaient, les trucs érotiques, ça les émoustillait pas assez parce qu'ils savaient que c'était que c'était simulé. Alors du coup, ça les faisait plus bander au bout d'un moment. Et voilà, du coup, on s'est mis à faire de l'explicite, de la pornographie. Alors histoire qu'on soit bien sûr que les acteurs, ils sont pas en train de simuler comment ils prennent bien leurs pieds, on a inventé il fallait du coup montrer l'éjaculation masculine qui doit être normalement, c'est le summum, c'est la preuve que le mec il a pris son pied. C'est ça l'histoire de la pornographie. Donc c'est totalement relié à l'érotisme qui apparaît au XIXe siècle. Et faut arrêter de nous faire tourner en bourrique. Et il est quand même temps un peu que certaines femmes tendent le miroir aux hommes. Alors voilà, c'est pour ça qu'on vit à l'heure de la pornographie de masse, où maintenant les femmes comme les hommes s'y adonnent. Sauf que les femmes en sont victimes. Elles ne se rendent même pas compte, celles qui jouent ce jeu, qu'elles sont victimes d'un virus qui a colonisé leur pensée, leur manière de se représenter elles-mêmes et de ce que ça veut dire d'entrer en relation avec l'autre. Alors ça d'ailleurs j'en ai eu la preuve lorsque je faisais de la danse et dans les vestiaires des filles. J'étais une des rares déjà à me doucher après le cours de danse, et j'étais aussi la seule à ne pas avoir un ticket de métro. Donc le fait d'observer cette standardisation du sexe féminin, déjà ça m'a fait réfléchir, enfin pas trop longtemps, j'ai quand même à peu près tout de suite compris ce qui se passait, mais j'ai aussi très bien compris les regards qui m'étaient adressés par ces femmes. Du coup c'était moi le monstre anormal. J'avais pas mon ticket de métro, moi. J'avais pas mon sexe de petite fille, ou un truc qui mime un sexe de petite fille, parce qu'il a été transformé par chirurgie, par exemple. Toujours l'agenda PTBGL. Donc on fait adhérer les hommes
à utiliser leur pulsion sexuelle d'une certaine manière. Derrière, avec des structures patriarcales, on déclenche l'adhésion des femmes et hop, full circle. C'est ça la grande manipulation. Hein, une sexualité consciente, authentique, n'a besoin d'aucun support iconographique pour, selon les expressions consacrées, entretenir la flamme, pimenter la relation. Ouais, si on en est à devoir assaisonner et pimenter une relation pour éviter d'ouvrir le bocal sur tout ce qu'il y a de nauséabond dans cette relation. Allez, oust, hein, on va pas les regarder de trop près, histoire de pouvoir rester confortablement en mode. Le cœur de la manipulation, ce sont en fin de compte les moteurs du désir d'interaction entre des personnes de sexe opposé et de désir de faire l'expérience de la sexualité ensemble. Tout ça est manipulé. Puis pour ceux qui s'en défendent et qui ne consomment pas ce genre d'art, ils sont coincés dans le délire du sauveur, protecteur, ou père nourricier, pater familias, le bon père de famille, qu'on retrouve encore beaucoup dans le code civil, encore aujourd'hui. Alors qu'a priori, tout le monde sait que en termes de nourriture, c'est plutôt la femme quand même qui nourrit. Les petites filles comme les petits garçons quand ils sont nés. Bref, qu'on consomme, qu'on l'avoue ou pas, ou qu'on soit dans ce discours de protecteur, dans les deux cas, on est dans le contrôle de l'autre. Et puis de leur côté, les femmes, elles, elles essayent de jouer avec les règles du jeu, etc. Puis alors, chemin faisant, elles oublient quand même que leur date de péremption, elle est de plus en plus rapprochée ces derniers temps, et que à ce jeu-là, tu perds toujours, ma chérie. Et elles passent leur temps à être étonnées de se faire larguer parce que moi, je suis vraiment étonnée qu'elles soient surprises. Voilà, donc on en revient à la conclusion d'une de mes premières vidéos sur le fait que on nous vend l'agenda Bluebeam à coup de lutte émancipatrice, liberté sexuelle. Donc là, vraiment, l'adage l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est même plus une allégorie ou une métaphore, c'est la pure réalité. Donc je pense que vous avez également compris qu'il ne suffit pas de dénoncer la pornographie comme étant un outil de contrôle mental, pour forcément en avoir compris tous les aspects. Parce que par exemple, c'est ce que fait un mec comme Henri Makoff, mais pour nous revendre l'autre face de la médaille, alors que, désolé, mais les systèmes religieux patriarcaux avec les 10 commandements et la pornographie, c'est la même pièce de monnaie. Pornographie c'est pas bien, ah oui, alors finalement, il y a qu'à revenir au bon vieux contrat hétérosexuel. Je reste coincée soit dans le présent, soit dans le passé. Et j'invente jamais aucun avenir nouveau. Je reste finalement dans le système dualiste action-réaction. C'est très clair quand on lit les fervents adeptes de Henri Makoff que leur argument d'autorité, c'est de dire qu'ils se sont investis dans le féminisme et que finalement ils ont été frustrés. Et ce qui prête vraiment à sourire intérieurement, c'est que ces mêmes hommes, s'ils avaient à vivre, mais je sais pas, mais ne serait-ce qu'une once de ce qu'une femme a à vivre, avec la même disposition action-réaction, j'ose même pas imaginer ce qui se produirait. Quand on voit comment ils sont agrippés à finalement cette structure hyper fragile, qui est l'archéovirilité, un mec ultra hétéro quand il est soupçonné d'être homo, quand on voit déjà l'état dans lequel ça le met. Ce que je constate, c'est que cette manière binaire de penser, 0-1, action-réaction, bien, mal, oui, non, elle est beaucoup plus puissante sur les hommes que sur les femmes. Une des raisons, mais c'est pas la seule, en est que tout simplement, en première approche, elle vous avantage. Et notre appareil psychique, il est capé pour le confort. Donc pourquoi tu vas finalement t'interroger si tu es dans un système qui finalement ça tombe? Il n'y a aucune raison. De ce simple fait, les femmes ou n'importe quelle personne victime à un moment donné d'une injustice a bien plus de potentiel d'éveil à la réalité ou à un morceau de réalité plus vaste
Voilà, enfin, dans mon cas, hein, ayant quand même fermé la porte à 31 relations intimes, euh, alors pourquoi il y a autant de répétitions? Bah, d'une part parce que j'ai toujours refusé de continuer à m'engager de poursuivre dans une relation qui me semblait de travers et malsaine d'entrée de jeu. Cependant, par amour pour moi-même et pour l'humanité, j'ai toujours voulu me raconter l'histoire que oh ils sont pas tous pareils. Non mais bon, mais le truc c'est que passé un certain nombre de fois, on commence à être proche de l'échantillon statistiquement représentatif, hein, surtout quand on n'a pas tout le temps pris le même genre de personnes. Donc peut-être qu'il faut avoir effectivement répété cette tentative suffisamment de fois pour commencer à voir le programme. Hein. Le programme, c'est celui que j'explique dans la conversation genrée. C'est le programme Cause toujours. C'est une programmation mentale dont l'écrasante majorité des hommes sont victimes. Hein. Peut-être pas tous en totalité, mais ça vous a forcément affecté d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même pas trop se raconter d'histoire là-dessus. Hein. Et donc, mon angle de vue, ou celui d'Eve Lorgen, ou des chercheuses de vérité sur ces sujets-là, je pense, a quand même vachement plus de hauteur. Hein, déjà, on est capable de voir la pièce de monnaie. Hein. Bon, il n'y a pas que nous. Hein, Harald Kotzvela aussi. Hein, je pense qu'il l'a bien vu. Hein, que ça appartenait à la même pièce de monnaie. C'est le jeu dualiste du démiurge. Sa seconde interview avec Claudia de Cabin Talk, que je n'ai pas encore sous-titré, parle de ce triangle infernal, hein, triangle de Karpman, et de la manière dont il voit les façons de dépasser cet ouroboros. Hein. Ah, donc pour en sortir, il faut pouvoir voir le jeu. Voilà, il faut avoir un point de vue un peu plus élevé et voir comment il se déploie. Si jamais on a envie d'arrêter de jouer, hein, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'arrêter de jouer, même quand ils ou elles sont victimes. Hein, finalement, il y a des bénéfices à être victime. Hein. Il s'agit de bénéfices secondaires. Hein, ils sont d'ordre psychique. Et comme vous avez compris que nous sommes enfermés dans une perception fausse, hein, déjà, d'être dans quelque chose de limité. Hein. Du coup, y compris notre appareil psychique va fonctionner sur un mode qui pousse à l'économie d'énergie. Et donc là, en l'occurrence, quand on reste à construire des identités de victimes, et en France, Dieu sait si on est en victimocratie, hein, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'épargne des prises de conscience et des prises de responsabilité. Et du coup, une reprise en main de sa souveraineté individuelle en cessant de consentir à un certain nombre de choses pour pouvoir sortir de ces situations-là de victimes. Donc, je ne veux pas de cette monnaie d'échange, je ne veux pas commercer de cette manière avec mes semblables masculins. Et quand on est un être de sexe féminin de naissance sur un chemin de souveraineté individuelle, on ne devrait pas se soumettre à ce type de monnaie d'échange. Hein, donc il faut dépasser ce petit jeu-là où ils sont très forts pour coincer tout le monde. Monter les hommes contre les hommes, les femmes contre les femmes contre les hommes, etc. À nous enfermer à chaque niveau de la couche d'oignon dans une guerre dualiste. Hein. C'est ça la stratégie d'une pyramide hiérarchique. Hein, ça s'appelle diviser pour mieux régner, quoi. Hein, pendant que à la base de la pyramide, les gens se battent entre eux, ils lèvent jamais le regard vers le sommet de la pyramide. Hein, pour voir la vue d'ensemble et s'apercevoir que déjà il existe une pyramide, hein, et qu'en plus elle est fractale, hein, cette pyramide et ce jeu. Donc évidemment là, ça demande encore plus d'investigation et de recherche pour comprendre tous les niveaux auxquels nous sommes constamment renvoyés à ce système-là, ce triangle du drame. Hein. Donc là, sur cette question-là de la sexualité, pour moi, les choses sont claires. Il n'y a personne qui peut vous l'enseigner. Hein. C'est à des personnes, des êtres souverains, souveraines, de redécouvrir ce qu'est véritablement la sexualité dans le champ de relations intimes construites
sur une autre modalité que la loi de prédation dont j'ai déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos. Hein, il n'y a personne de l'extérieur qui va venir nous expliquer comment est-ce qu'on devrait utiliser judicieusement notre énergie sexuelle. Hein, cette attente-là, eh bien, c'est une programmation. Voilà. Alors bien sûr, hein, il y a le tantrisme. Hein, je pense que vous connaissez ces pratiques-là, sauf que comme j'en parle dans le New Age, les faux prophètes masculins, on voit très bien ce que ça donne quand les enseignants sont des hommes. Ils se font un harem. Bon, voilà. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre là qui utilise le tantrisme aujourd'hui dans ce monde? On a toutes les personnes victimes de love bite, d'abduction, de My Labs, où clairement l'énergie sexuelle est aussi exploitée, voilà, pour aller alimenter des programmes, des entités. Et puis pour la plupart des gens, je pense que pour eux le tantrisme c'est l'orgie qu'ils voient dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Comme à l'accoutumée, un ensemble d'enseignements qui était à l'origine, je pense, la sexualité consciente humaine, donc un véritable échange, et qui a été donc récupéré, perverti pour en faire toute autre chose, au point que nous oublions même ce qu'elle était censée faire. On sort de cette programmation dualiste bien mal, honte, culpabilité, etc. Lorsque on se positionne dans le registre plutôt de penser en termes de est-ce que c'est juste ou pas pour moi et pour l'autre. C'est la question principale à se poser, notamment pour les femmes, puisque leur pulsion sexuelle est totalement mise sous contrôle par l'ingénierie sociale de se soumettre justement à la pulsion sexuelle telle qu'elle est programmée chez les hommes par un système de valeurs totalement aberrant et prédateur. Tant que les femmes ne se seront pas déprogrammées en fait de cette manière de se soumettre dans la sexualité aux attentes des stéréotypes de genre, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. Mais faut déjà qu'elles fassent elles leur boulot et qu'ensuite, eh bien, elles soient suffisamment fermes pour se faire entendre dans leurs besoins. Parce que vous avez compris, on reboucle toujours sur cette problématique de la programmation précoce avant l'âge de 3 ans, qui déjà, en termes de capacité de verbalisation pour les femmes de leurs propres besoins, de s'approprier pleinement leur propre corps, il y a déjà un énorme travail, généralement de guérison à faire pour chacune d'entre nous. Et généralement, pour autant que je puisse en juger aujourd'hui, il nous faut à peu près un demi-siècle de vie et d'existence pour celles qui vont faire cette prise de conscience pour commencer à la faire. Il faut un demi-siècle d'acceptation de ces conditions-là d'esclavage, de nous-mêmes, de notre beauté, de nos, etc., pour qu'on commence à en avoir ras-le-bol et qu'on commence à s'interroger. Pour les rares qui le font. Et encore faut-il éviter tous les pièges qui nous sont tendus, le faux féminisme, bon, j'en passe et des meilleurs. Parce que dans un système comme ça de loi de prédation où les gens sont illusionnés par ça, par les transactions énergétiques, le fait qu'on soit limité, ça ne se verra jamais qu'un prédateur rétrocède son pouvoir sans qu'une victime, sans que la victime modifie son positionnement et lui mette des barrières et lui dise stop. Ça ne s'est jamais vu, ça ne se verra jamais. Donc le mouvement, il est quand même amorcé, malheureusement, par les personnes qui sont principalement victimes de ce triangle de Karpman. Il y a peu d'attentes à avoir du côté de ceux qui sont avantagés par ce système et qui sont de toute façon installés avant l'âge de 3 ans dans le rôle de prédateur, sans même en avoir conscience, et qui arrivent encore à se raconter ou à s'imaginer qu'ils sont victimes. Ils sont victimes de la beauté, de la séduction des femmes, alors qu'ils sont bel et bien dans des rôles de prédateurs. C'est là que se trouve la zone de responsabilité des hommes dans leur disponibilité à l'écoute authentique de l'autre. Quant aux hommes, du côté de cette programmation précoce, ils doivent remettre en question la légitimité à s'exprimer leur pulsion sexuelle sans jamais l'interroger. C'est ce que Bernard Gunther, dans une des
des vidéos avec Eve Lorgen, etc., sur les interférences hyperdimensionnelles et Lovebite, elle dit c'est ça le problème, c'est qu'on dit oh c'est la nature humaine sans jamais la questionner, c'est le fait de suivre ses désirs sans les interroger, hein, parce que les hommes arrivent quand même, comme tous les autres êtres humains, à l'âge du popo, quand même ils arrivent à se retenir de pisser et de chier. Mais en fait, on est dans un monde à l'âge adulte où ils n'arrêtent pas de nous expliquer qu'ils peuvent pas s'empêcher de bander et d'éjaculer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous sont en train de nous dire là exactement. Ça ressemble quand même à un aveu d'invalidité du pénis. Hein. Et bon, bah là, on reboucle sur le grand thème du fardeau du pénis. Hein. Mais ce n'est pas aux femmes de le porter à votre place. J'ai souvent eu cette métaphore concernant finalement la sexualité, c'est que quand on regarde bien, hein, en tous les cas, c'est la perception que j'en ai eue il y a déjà fort longtemps, c'est finalement l'acte sexuel ressemble plus à une espèce de combat, savoir lequel va le mieux prendre son pied ou lequel va le plus donner de plaisir à l'autre, etc. Ça ressemble souvent finalement plus à ça qu'à un réel échange, qu'à une réelle danse. Bah, pour moi, la métaphore de la danse est la meilleure, c'est que est-ce que la plupart des êtres, lorsqu'ils font l'amour ensemble, dansent ensemble? Parce que pour faire une bonne danse de couple, vous savez quoi? Puis c'est une danseuse qui vous parle. Mais les meilleurs danseurs en danse de couple, tango, etc., sont généralement des personnes qui, préalablement, sont de très bons et d'excellents danseurs ou danseuses seuls. Ça veut dire que si on veut pouvoir s'ajuster correctement à l'autre, il faut d'abord être très ajusté par rapport à soi-même et posséder, maîtriser totalement sa corporéité. À partir de là, on est capable d'accepter la corporéité de l'autre et de créer notre propre danse ensemble, sans qu'il y ait ni l'un ni l'autre qui veuille prendre le contrôle et guider absolument comment la chorégraphie de la danse elle doit se dérouler. Donc dans cette façon d'interroger notre monde avec la souveraineté individuelle, on retombe toujours sur la question de la responsabilité. Et ici, en matière de sexualité, il s'agit bel et bien de la question: est-ce que je suis responsable de mon énergie sexuelle ou pas? Voilà, ça c'est la poignée à agripper pour aller vers une souveraineté individuelle. Donc vous comprenez aussi que tant qu'on est en train de projeter et de montrer du doigt quelqu'un d'autre à l'extérieur de soi, que ce soit l'orchestration du féminisme, l'infiltration, le grand complot féministe ou les femmes qui jouent trop avec leur tenue, ceci, cela, on n'est pas dans son travail de responsabilité individuelle en tant qu'homme vis-à-vis de sa propre pulsion sexuelle. Si on est tout le temps en train de regarder à l'extérieur et d'accuser l'autre de tout un tas de choses, hein, pour éviter de prendre ses propres responsabilités. Je ne dis pas qu'il ne faudrait jamais aborder une jolie femme. Je dis simplement que si finalement votre attention est attirée par cet aspect-là, on va dire la plastique, ne lui faites pas porter la responsabilité si votre stratégie de séduction tombe à plat, quelle qu'en soit la raison. C'est quand même son libre arbitre et sa souveraineté individuelle. Parce que si vous faites ça, ça revient à dire alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme genre de femme avec qui vivre sur cette planète? Et j'ai bien compris que la plupart de mes auditeurs sont des hommes dans une quête authentique de leur propre souveraineté, qui sont en tous les cas animés par un réel désir de compréhension de ce qui se joue en eux, dans l'autre, et puis dans ce miroir des relations, et qu'ils sont extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de tous de ces femmes sous contrôle mental qui imitent une féminité dépravée dont le modèle est l'intelligence artificielle telle que je suis en train de le comprendre et de le découvrir, que la plupart des modèles qui sont donnés semblent en plus être non pas des femmes de naissance natives de cette planète, mais des hommes recrutés pour accomplir cet agenda et pour ce faire, qui se transforment en femmes en se faisant passer pour des femmes de naissance. Donc c'est très très grave. J'espère que vous comprendrez au fil des vidéos de tout
les arguments que je vais développer, à quel point c'est grave. Et ce que ça veut dire réellement. Mais là, je m'adresse donc aux auditeurs, aux hommes de naissance. Il ne s'agit pas de vous stigmatiser, vous, en tant qu'individu, ou de vous montrer du doigt. Il s'agit de vous faire comprendre que notre espèce est l'objet d'une invasion. La corporéité et la sexualité native et convoitée, c'est la polarité qui a été détournée, investie, infestée pour faire en sorte que nous nous entretuions et que nous portions un agenda qui ne va pas du tout dans le sens de notre intérêt à la place des personnes qui nous manipulent pour porter cet agenda. Donc, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que, individuellement, en tant qu'homme, vous n'êtes bien entendu ni coupable, ni responsable des exactions dont d'autres hommes se rendent coupables ou responsables, ou responsables. Mais en tant qu'homme, être divin, disposant donc, tout comme moi, du pouvoir de création par la pensée, vous participez à ce titre à un égrégore masculin qui, aujourd'hui, maintient cette matrice de création captive. Vous y participez, que vous le vouliez ou non, tant que vous n'avez pas déprogrammé un certain nombre de choses dans votre subconscient. Mais ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Et je comprends à quel point ça peut être difficile, douloureux, pour un homme de naissance d'entendre mes vidéos, tout ce que je dis. Mais la bonne question que je vous adresse, c'est que si vous n'appartenez pas à ces hommes, à cette fameuse formulation, mais tous les hommes sont pas comme ça, moi je ne suis pas comme ça, pourquoi est-ce que vous réagissez alors à ce que je dis et qui ne vous concerne pas? Si c'est le cas, c'est que vous faites encore corps avec cette identité sociale que j'appelle l'archéovirilité. Et là, du coup, il faut que vous vous posiez la question de savoir pourquoi ça se déroule comme ça en vous. Parce que si ça se déroule comme ça en vous, ça semble indiquer que vous n'avez pas traité toutes les scories personnelles de cette archéovirilité pour en réinventer une nouvelle, redécouvrir une virilité saine pour vous-même et pour vos semblables féminines et femmes qui n'ont jamais été vos ennemis. Si on prend en considération la dimension, donc l'essence originelle, spirituelle de notre expérience, quel que soit le mot qu'on veut lui donner, un jeu cosmique, bon. Si chacune de nous ne prend pas la responsabilité de ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, soyez certains que d'autres le font à notre place, c'est ça que je vous dis. Et ils le font très bien. Voilà, donc si on veut changer le scénario collectif, en tant qu'être divin, créateur, créative, incarné, il va falloir qu'on change nos propres scénarios individuellement, en travaillant sur notre souveraineté individuelle, sur tous les champs, et le champ donc de la sexualité est un endroit très important où se déroule beaucoup de vampirisme et de manipulation. Voilà, et je vous dis à bientôt pour plein de prochaines vidéos, si vous saviez tout ce que j'ai dans les tuyaux. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. On dirait de la bande dessinée.